Et on continue notre voyage au cœur donc des journées du pétrole. Bonjour mesdames, messieurs, soyez les bienvenus. Notre invitée, madame Nantanen, qui nous vient de Madagascar. Bonjour madame. Bonjour monsieur Olivier. Je vais être honnête, si je ne prononce pas votre nom de famille, c'est parce que j'ai des problèmes à le prononcer, mais je vous le laisse dire parce que j'ai beaucoup de respect pour vous et je n'ai pas envie de l'écorcher. Dites-le s'il vous plaît. D'accord. Nandenena Soulniri, je suis directeur général par intérim de l'OMNIS, qui est l'Office des mines nationales et des industries stratégiques de Madagascar. D'accord. On ne connaît pas très bien Madagascar sur le continent. On sait très bien que c'est l'Afrique, mais il y a ce petit bout de mer qui sépare. Et en fait, on a l'impression que c'est tout un fossé d'idées parce que d'ordinaire, nous, Madagascar, c'est la vanille. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des autres ressources qu'il y a sur cette île continent? Oui, bien sûr. En fait, moi, ce que je vois quand je participe à des conférences internationales qui portent sur l'Afrique, par exemple, je ne trouve pas Madagascar sur la carte. C'est dommage. Oui, je vois journée pétrole, mais il n'y a pas de Madagascar. Si je vais dans une autre conférence, il n'y a pas Madagascar. Donc moi, je soulève ça toujours aux organisateurs. Pourquoi vous ne mettez pas Madagascar dans la carte, dans le logo? Et bon, ça, c'est une chose parce que la plupart du temps, tout le monde pense Afrique, continent. Alors que, bon, on connaît l'histoire, Gondwana, Madagascar s'est séparé de l'Afrique. Donc nous faisons partie intégralement du continent africain. Et des fois aussi, quand on parle de Madagascar, les gens pensent que c'est les dessins animés, I like to move it, move it, ou bien, oui c'est vrai, vanille et tout ça, mais Madagascar regorge d'énormes potentiels, surtout en matière extractive, que ce soit les mines ou le pétrole. Et aujourd'hui, je peux vous parler du pétrole un tout petit peu. Oui, on va parler, justement, on va Oui, parler parce du que pétrole. c'est... En fait, lorsque j'ai présenté tout à l'heure en parlant de vanille, évidemment, Mhm. c'était une boutade pour justement accentuer sur cette caricature. Vous dites qu'on ignore souvent Madagascar. Ben, vous voyez, vous êtes sur Vox Africa, la voix d'une Afrique fière. Et on vous donne la parole pour représenter donc votre île continent et nous parler. Alors, donc, je sais, on est sur le pétrole, mais est-ce que vous pouvez déjà, avant qu'on ne fasse l'entonnoir très concrètement sur le pétrole, nous parler des autres ressources minières? Oui, bien sûr. Euh, Madagascar est béni, si on pourrait dire. On a le socle cristallin, donc on peut retrouver des mines, et le bassin sédimentaire, donc on pourrait trouver du pétrole. Pour le moment, on a des grandes mines comme le partenariat Rio Tinto et l'État malagasy à travers QMM pour l'exploitation de l'ilménite, de monazite et de zircon. Il stable à 650 000 tonnes l'année pour la production. Et puis on a un Batovi, c'est un consortium coréen et japonais qui exploite de nickel et de cobalt. Je pense qu'à ce jour, nous sommes deuxième producteur de graphite aussi dans l'Afrique. Et on est en concurrence avec la RDC, je crois. Et puis, on a d'autres substances. On est connu pour les pierres précieuses, les gemmes. Donc, on a pas mal de ces pierres précieuses-là. Et je pense que on n'a pas encore su transformer ce potentiel de l'extractif en richesse à Madagascar. Alors, C'est dommage. on va en revenir tout à l'heure avec, vous avez cité un certain nombre de sociétés qui exploitent les minerais chez vous, on va en parler. Mais j'ai entendu, le pétrole, on n'a pas encore. Donc, vous n'avez pas encore, vous êtes en cours de forage, en cours de recherche. Qu'en est-il très exactement? On a une très longue histoire d'activité pétrolière à Madagascar parce qu'on a découvert le pétrole non conventionnel début du XXe siècle. Mais en fait, ce n'était pas du pétrole, Brut. comme on a dit, non, conventionnel, c'était de l'huile lourde.
On a découvert le bloc Timrou, où pour le moment, à ce jour, c'est le seul bloc qu'on a pu développer et qu'on a pu avoir une déclaration de découverte. Donc c'est un bloc, c'est un gisement de 1,7 milliard de barils d'huile lourde. Donc c'est comme une pétrole non conventionnel, ça nécessite d'autres technologies pour beaucoup le plus, raffiner, oui, pour qui la sont évidemment moins, beaucoup plus... oui, oui, moins légères, plus légères, pardon. Et on a aussi les grès bitumineux, comme dans d'autres pays comme Canada, le tar sand, et qui a été découvert avec l'huile lourde en 1900. Mais après, on avait eu pas mal d'explorations qui n'a pas abouti jusqu'à ce jour à des exploitations commerciales. alors je pense que si je ne vous pose pas cette question, je veux me faire incendier par les écologistes. Quand on dit huile lourde, c'est forcément plus de pollution. Et vous avez une belle île avec une flore et une faune extraordinaire. Il n'y a pas de risque. Comment vous faites pour protéger ou en tout cas allier les deux? Oui, ça c'est une question très pertinente parce qu'on connaît aussi la richesse de nos faunes et flores, nos biodiversités. Dans le secteur pétrolier amont, on exige pour chaque activité, ce n'est pas à chaque étape, d'ailleurs exploration, exploitation, mais à chaque activité, chaque type d'activité, que ce soit le GNG, on va faire des acquisitions sismiques, toutes ces étapes d'exploration, à chaque étape, on oblige, on exige une étude d'impact environnemental à la société opératrice. Et on a l'Office national de l'environnement qui se charge de faire cette étude-là avec le CTE. C'est une commission technique qui va rassembler plusieurs ministères, qui va faire cette étude-là avec l'Office avant de délivrer le permis environnemental, l'étude d'impact environnemental avec les cahiers des charges. Donc, outre les obligations que la compagnie pétrolière va avoir pour l'exploration ou pour l'exploitation, elle va devoir aussi respecter le cahier des charges et toutes les obligations de ce cahier. Bien sûr, le risque zéro n'existe pas. Oui, mais on préconise toujours la mitigation, l'utilisation des dernières technologies parce qu'on avance. Quand on parle de huile lourde, par exemple, ça va nécessiter l'utilisation de plusieurs quantités d'eau, par exemple. Donc, où est-ce que ça va provenir? Comment est-ce qu'on va l'utiliser? Et où est-ce que c'est rejeté? Oui. Parce que la provenance, elle est propre. Mais c'est après usage que l'eau, malheureusement, contient certaines particules un peu nocives pour l'environnement. Mais c'est pas pour me défendre ni défendre le secteur, en fait, mais quand on voit aussi l'exploitation sauvage dans les aires protégées ou dans d'autres, dans les milieux naturels, où il n'y a pas d'exploration, où il n'y a pas d'exploitation d'activités pétrolières, mais quand les gens n'ont pas à manger ou ils ont des techniques de culture sur brûlis, par exemple, qui n'ont pas assez d'informations pour pouvoir préserver la biodiversité. Je ne dirais pas que c'est seulement à cause de l'exploration ou d'exploitation des activités du pétrole. En tout cas, vous me tendez grosso modo la perche et c'est une bonne transition pour savoir un peu comment ça se passe lorsque vous avez potentiellement un lieu qui pourrait disposer des richesses minières et comment ça se passe la rencontre avec une société extérieure qui apportera donc ces technologies, soit pour le forage, soit tout simplement pour l'exploitation. Est-ce que pour nous autres, grand public, on peut savoir les différentes étapes avant d'arriver là? Et surtout, comment vous faites
pour ne pas vous faire avoir, excusez le langage peu châtié, pour ne pas vous faire avoir, parce que ces sociétés-là, ben, ce ne sont pas des enfants de cœur. Oui. Quand on parle de mines, l'OMNIS ne se charge pas des autres mines, autres que mines stratégiques, classées stratégiques par l'État. Donc, pour les mines en général, on applique le principe du premier venu, premier servi. Ah, d'accord. Donc, il n'y a pas de négociation, il y a les termes et conditions qui sont... Même si quelqu'un qui vient après propose des meilleures conditionnalités? Oui. Ah, donc premier venu, premier servi. Oui, sauf si c'est... Parce qu'on a deux textes qui régissent, en fait, trois avec la convention d'établissement de Rio Tinto, mais ça, c'est une loi exclusivement pour Rio Tinto. Mais on a aussi la loi sur les grands investissements miniers où on énumère tous les critères pour qualifier les grands investissements miniers. Donc pour le reste, ça va être régi par le code minier. D'accord. Et cette fois, est-ce qu'on peut aborder alors les investissements, enfin les mines stratégiques, puisque c'est là où c'est beaucoup plus, comment dirais-je, très codifié, non? Oui, très codifié, mais avec parce qu'on a récemment adopté on a révisé le code minier malgache. Donc, dans les articles du code minier, on parlait de classification des minerais stratégiques et on parle beaucoup de minerais critiques ces derniers temps parce qu'on va parler de transition énergétique. La provision du code minier malgache veulent qu'il y a une commission de différents ministères qui vont définir quels sont les minerais stratégiques. Mais pour l'OMNIS particulièrement, parce qu'on a une assez longue histoire en matière de mines, parce qu'on a déjà traité avec les mines classées stratégiques, comme les minerais radioactifs. On représente l'État dans tout ce qui est minerais radioactifs. Donc, parce qu'on a la convention avec l'AIEA. Alors, dites, parce qu'on est grand public, quand vous dites l'AIEA, c'est un acronyme qui vous est familier. L'Agence internationale pour l'énergie atomique. D'accord. Donc, c'est pour s'assurer que tout ce qui a trait avec les minerais radioactifs ne sont pas utilisés à des fins militaires, oui, armement et tout ça. Donc c'est l'OMNIS qui va représenter l'État pour assurer le suivi de ces activités-là et s'assurer. C'est-à-dire vos services. Oui, 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 oui. Voilà. Et concrètement, je ne sais pas, sans dévoiler des secrets, comment est-ce que vous vérifiez le processus? Est-ce qu'il ne peut pas avoir, je ne sais pas, peut-être des gens qui vous, je ne sais pas comment le dire, vous tromperaient en vous faisant croire peut-être des choses qui sont loin de la réalité? On parle en ce moment, par exemple, puisque c'est l'actualité, le pétrole russe qui est sous embargo, qui est sous sanction, et pourtant, en fait, ils réussissent à contourner via des navires fantômes ou via d'autres pays. C'est ce que j'essaye de savoir, comment est-ce que vous, enfin, si ce n'est pas un secret, bien sûr, vous réussissez à contrôler. Pour tout vous avouer, le secteur minier à Madagascar a passé une dizaine d'années sans vraiment d'activité. D'accord. Et c'est seulement après l'adoption du code minier maintenant qu'on relance le secteur. Donc là, je ne peux pas vous dire parce que vous êtes au début. Oui. Alors, et comment est-ce que vous faites alors le choix? Parce que vous avez parlé des deux partenaires, notamment les Coréens, sauf si j'ai mal compris tout à l'heure. Comment est-ce que vous faites le choix? Et toujours sans révéler des secrets, si jamais c'en est, j'essaye de savoir, je profite d'être le curieux à travers les téléspectateurs qui nous font confiance pour avoir quelques réponses. Comment se passe la répartition? Est-ce que c'est vous qui la décidez lorsque vous avez une entreprise étrangère qui s'intéresse à vos ressources? Est-ce que c'est elle? C'est pour savoir un peu les secrets des dieux.
Ah bah, je suis désolée, j'ai pas la réponse à Ah, cette ça, vous ne question-là pouvez parce que pas dire non, non, en fait, c'est pas la question, mais ça relève pas de de vos notre services. département, oui, de négocier parce que ça va tomber dans la LGIM, c'est la loi sur les grands investissements miniers. Donc D'accord. ça relève du ministère, en fait. C'est pas, ça relève pas de l'OMNIS. Par contre, si on va parler du pétrole, parce qu'on est dans la journée du Bien pétrole, volontiers. Oui, bien c'est volontiers. au Allons-y niveau vers l'entonnoir, donc. oui, c'est au niveau de l'OMNIS que ça se passe d'abord. Euh, comment nous, nous attirons les investisseurs à venir à Madagascar? Oui, bien volontiers, comme question. Oui, il y a deux façons. Suivant le code pétrolier, on pourrait faire appel à des promotions pétrolières, la promotion pétrolière, le bid round, Oui. l'appel d'offres internationales. Donc, on va faire le, le, le roadshow dans des événements internationaux pour se faire connaître et puis pour faire connaître aussi quels sont les blocs qu'on va mettre en promotion, quelles sont les données qui sont disponibles dans ces blocs-là, quel serait le potentiel et quels sont les termes et conditions pour, obtenir un contrat de partage de production. Et c'est l'OMNIS qui se charge, avec des partenaires techniques, bien sûr, qui vont faire ensemble le roadshow. Ça, c'est une option. Deuxième option, c'est la négociation directe. Donc, c'est-à-dire que même si on ne fait pas de la promotion internationale, mais il y a une compagnie internationale qui est intéressée et qui connaît un peu le potentiel de Madagascar, qui dit oui, nous sommes intéressés sur ce bloc-là. Comment on pourrait avoir un contrat? Là, il pourrait juste envoyer une lettre de manifestation d'intérêt. Si le bloc est libre, ben, on pourrait discuter des termes et conditions. Bien sûr, on a un modèle de contrat de partage de production. Ce n'est pas qu'on va faire ça à la tête du client. Il y a des normes qu'on devrait suivre. Et, si on a plusieurs manifestations, ben, on pourrait les mettre en concurrence pour savoir quelle est la meilleure La compagnie meilleure offre. qui pourrait répondre aux besoins du pays. Donc ça, c'est la manière dont on obtient le contrat de partage de production à Madagascar. Il y a deux questions qui me viennent encore à l'esprit vous concernant. La toute première, en fait, qu'est-ce qu'un événement comme celui-ci, les Journées du pétrole? On est à Dubaï, je le rappelle, et vous avez traversé la planète. Hein, vous venez d'Antananarivo, la capitale de Madagascar, pour être ici. Merci, vous avez un énorme décalage et beaucoup d'heures d'avion. Et malgré tout, vous avez accepté de venir répondre à nos questions. Qu'est-ce qu'un événement comme celui-ci vous apporte très concrètement? Euh, Comme j'ai mentionné tout à l'heure, le secteur extractif malgache était dans une phase en pause, je dirais, pour les mines et le pétrole pendant une dizaine d'années pour les mines et 5 ans à peu près pour le pétrole, pour que l'administration prenne le temps de bien comprendre, ou bien vouloir, de bien comprendre ce qu'elle voudrait faire du secteur extractif. Donc nous sommes en pleine réforme du secteur extractif et bien sûr, on va maintenir le contrat de partage de production. On ne va pas changer en concession ni en joint venture, mais on va prendre compte des intérêts des compagnies internationales sur l'Afrique de l'Est en particulier. Ça, on le ressent. Quand vous dites on le ressent, c'est qu'ils vous font pression. Oui, mais pas Et seulement comme sur c'est des Madagascar, multinationales, ils savent s'imposer. mais sur d'autres parties de l'Afrique aussi. Hein. Ils sont en train vraiment de trier où investir parce que le financement commence à se tarir. Vous savez, avec la transition énergétique, les compagnies voudraient être vertes. Donc, c'est assez difficile de trouver du financement pour faire des activités pétrolières amont. Donc, ils sont très sélectifs. Elles sont très sélectives. Mais c'est le moment. On ne pourrait pas attendre plus longtemps parce que la fenêtre pour explorer,
en train de se refermer. Oui. Ben justement, là, je veux demander à la citoyenne que vous êtes, hein, même si vous portez toujours la cape de directrice par intérim, mais quand même vous êtes la directrice générale. Que pensez-vous, puisque tout ce qui est ressources minières en général, parce qu'on peut mettre aussi le pétrole dedans, parce que c'est hydraulique, ça a permis de développer les pays du Nord, l'Occident. Aujourd'hui, la plupart de ces pays sont développés, et bien ils décident de fermer cette fenêtre-là et de ne pas permettre aux pays de l'hémisphère du Sud de bénéficier justement aussi des mêmes avantages. Qu'en pensez-vous, vous? Je dirais que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu trouver de substitut du pétrole. Donc si on voudrait faire de l'industrialisation d'un pays ou d'un continent comme l'Afrique, on ne pourrait pas recourir aux énergies renouvelables. On n'a pas assez d'énergie pour faire une industrie. Donc si on voudrait faire quelque chose de grande échelle, on veut faire des grandes infrastructures, ce n'est pas avec l'énergie éolienne, ni même toutes les énergies renouvelables combinées, on ne pourrait pas faire ça. Ça, c'est une chose. Quand on parle de pollution, qui a pollué? Est-ce que c'est l'Afrique? Est-ce que c'est prouvé? C'est quel taux que l'Afrique a pollué par rapport à l'émission de gaz à effet de serre qui on subit tous les effets néfastes du changement climatique, c'est sûr. Mais on a une pauvreté énergétique qu'on saurait décrire ici à l'Afrique. Donc on ne peut pas juste penser qu'il y a du potentiel en Afrique, mais on ne peut pas les utiliser parce que y a des émissions. Oui, il y a l'évolution technologique. Moi, je crois en l'évolution technologique. Donc je pense que ça pourrait aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, quelque part, pour vous, c'est une forme d'injustice, hein, une fois de plus, pour maintenir l'Afrique, Oui. La tête de l'Afrique Oui. sous l'eau. Oui, mais je pense aussi qu'à travers les conférences, les différentes conférences que j'ai pu assister, je trouve que l'Afrique se réveille et se rend compte que oui, nous voudrons aussi nous développer et avec nos ressources. Et maintenant, avec le problème géopolitique qu'il y a, on trouve les ressources ici en Afrique. Les autres pays veulent garder leurs réserves stratégiques et puis vont explorer dans d'autres pays. On retrouve toutes les ressources en Afrique. Donc, si aujourd'hui l'Afrique décide comment va-t-on faire pour transformer les richesses, pour transformer son économie, je pense que c'est le moment. Ouais, je vais vers la dernière question parce que on est à la fin de l'émission. Est-ce que justement, alors, dans ce cas, vous avez l'impression qu'il y a une plus grande union ou ne serait-ce qu'une graine d'union qui se naît au niveau africain justement pour faire bloc et essayer peut-être de faire entendre un peu plus la voix africaine au niveau mondial, notamment face à ces injustices? Oui, je crois. Oui, je crois. Parce qu'on parle par exemple de Africa Mining Vision, donc avoir une vision unique pour l'Afrique, pour les minerais, principalement pour les minerais critiques. Et on parle aussi de la charte de l'Afriperf, par exemple, pour le secteur pétrolier, pour avoir une charte de comment les pays qui ont du pétrole pourraient avoir une même vision afin de gérer les activités pétrolières en Afrique. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez bien voulu nous accorder, Madame la directrice. Là, c'est beaucoup plus facile pour moi, hein. Donc c'est absolument pas du tout un manque de respect. C'est juste que j'avais des difficultés à prononcer son nom. Dites-le une fois de plus aux téléspectateurs. Non, dites. Vous voyez, comme je vous le disais, ce n'est pas vraiment facile pour moi. Merci, merci. J'ose espérer que on aura l'occasion de pourquoi pas venir sur place pour venir voir l'évolution, comment ça se passe, les réalités du terrain, parce que tout à l'heure, vous étiez en train de dire que Madagascar, pour vous, ne figure pas sur les cartes
pour nous, c'est l'Afrique. Et donc, Madagascar, et comme tout pays africain, nous intéresse et on y viendrait bien volontiers. Ben, vous serez les bienvenus. Merci beaucoup, madame. Ben, avant de rendre l'antenne à Londres, une manière pour moi de remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette émission. Je vois Nelly derrière les manettes. Je vois Aristide à la régie, à la direction d'antenne. Bien sûr, il y avait François aussi qui nous a facilité les choses. Et donc, quant à moi, je vous donne rendez-vous pour des nouvelles aventures. En fait, pourquoi j'ai dit des nouvelles? Ça resterait toujours à Dubaï, toujours dans les journées du pétrole. Allez, ciao, ciao. Ce thème avait pour objectif de pouvoir rappeler l'importance et la nécessité d'avoir des données pour avoir une bonne négociation. La négociation est un mécanisme qui permet entre deux parties de pouvoir obtenir des avantages durables d'un contrat. Et donc, il est important que pour obtenir ces avantages, de connaître de quoi on parle. Et que vendent les États aux sociétés pétrolières? C'est l'attrait du bassin sédimentaire. Et pour connaître son bassin sédimentaire, il faut avoir de la donnée. Et de cette donnée, nous allons avoir de l'information. Et c'est cette information qui va pouvoir être utilisée dans la négociation pour permettre de pouvoir avoir des avantages durables et surtout de gros avantages pour les différents pays.